nous avons la chance d'avoir avec nous Vincent Minero. Salut Vincent. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, merci beaucoup de prendre ce temps avec nous pour discuter de cette question un petit peu épineuse de la faisabilité de la transition énergétique qui est au cœur de beaucoup presque comment dire, de disputes. Quand j'ai lu en fait sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn notamment, voilà, c'est fou comme ça éveille, ça éveille des passions et donc du coup on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Mais tout d'abord, si ça te va, je vais demander à Julien de faire une petite présentation d'adaptation radicale pour savoir qui on est. Julien, je te laisse la main, merci. Merci beaucoup Nadège. Adaptation radicale, c'est un espace qu'on essaie de faire vivre depuis 5-6 ans à peu près maintenant. Qu'est-ce que c'est à la base? C'est une démarche internationale qui est née autour des limites du développement durable. C'était de se dire, bah, finalement, il y a un certain nombre de gens qui essaient de construire des démarches, on va dire, positives, vertueuses et même nécessaires. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'une démarche de développement durable, la réussite est garantie. Et s'il doit y avoir des échecs, bah, à quoi ça va ressembler ces échecs? Donc, on se retrouve face à des termes différents qui peuvent parler d'effondrement, de processus d'effondrement, de polycrise, de métacrise, de cascade de risques existentiels. Tout ça correspondant à des cadres théoriques qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais qui montrent bien qu'il y a quelque part un problème et des difficultés auxquelles se confronter. On n'est pas un mouvement extrêmement dogmatique, on est plus un espace où les gens discutent et on essaie de partager des discussions ensemble avec l'idée qu'il y a des discussions difficiles à mener et qu'on essaie de les mener. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un cadre de sécurité, c'est pour ça qu'on fait venir un certain nombre de gens et qui pointent des choses qui sont plutôt de l'ordre de la difficulté que de la solution, on s'en excuse. On va pas vous proposer de la solution, c'est pas notre travail. Nous, on est sur de la réflexion, de l'interrogation, de la curiosité. On essaie d'être curieux des choses, être curieux de ce que les uns et les autres ont à dire. Pour autant, on dit des choses nous-mêmes, ça nous arrive parfois. On a fait une contribution au débat public sur la TRAC, la trajectoire de réchauffement sur l'adaptation au changement climatique. Donc, ça nous arrive de défendre un certain nombre de positions, quelques positions par an généralement, pas trop, mais quelques-unes. Donc, on est attaché à l'élaboration collective et puis on voit ce qu'on produit. Et puis on soutient aussi des formats, nos formats STAR, qui est le forum des 4 R, avec 4 questions hein, sur ce qu'il faut préserver, ce à quoi il faut renoncer, ce qu'on peut laisser revenir et avec qui faire la paix. Donc, ce sont nos 4 interrogations un peu structurantes de la démarche. On a aussi des cercles de parole, des moments d'écoute sur l'éco-anxiété, et on essaie de faire des formats participatifs autour des crises. C'est quelque chose sur lequel je suis plus impliqué, qui est le jeu de l'entraide et la question de la coopération sur le moment de rupture de normalité. Donc voilà, c'est un certain nombre de choses qu'on fait quand même. On essaie d'alimenter aussi une chaîne YouTube sur laquelle se retrouvera cette vidéo. Et puis on est un petit peu éparpillé sur le territoire hexagonal, avec des gens dans différents endroits comme Strasbourg, Grenoble, Lyon, Lille, Paris, le Périgord et encore d'autres endroits. Voilà, voilà. Je pense que c'est suffisant pour le moment. Nadège, Nadège? Nadège, il faut que Vincent, tu rallumes le micro de Nadège du Ah, coup. c'est moi qui le fais. Ouais. Hop. Alors, je n'arrêterai plus mon micro, c'était pour pas faire de parasite, mais je vais pas le faire parce que sinon ça va être. Donc, merci Julien pour cette présentation. Effectivement, adaptation radicale,
c'est aussi vous, hein, les futurs participants, participantes. On essaye d'être très organique et d'évoluer avec les gens qui veulent le faire évoluer. Donc, c'est pas du tout quelque chose de fermé. En tout cas, ça se veut pas du tout quelque chose de fermé. Donc, sentez-vous les bienvenus si vous avez envie de participer, discuter avec le temps et les interrogations que vous avez. Voilà, alors ce soir, Vincent Mignereau, qu'on a déjà eu la chance de recevoir, ben, je crois, 2 fois au moins, et puis se croiser ça et là parce que tu as un parcours où Adaptation Radicale et Adracia notamment, peut-être nous en diras un mot, on va dire des visions qui peuvent être, se rapprocher en tout cas sur l'intention notamment. Peut-être pourrais-tu faire une petite présentation de qui tu es et d'où tu parles, si ça t'embête pas. Oui, mais très court. Merci d'abord Nadège et Julien pour votre invitation. Merci Adaptation Radicale voilà, de proposer, de débattre, de discuter, alors de faire quelques présentations de mon côté, mais ensuite de discuter ensemble de cette question extrêmement délicate de la transition énergétique. Et d'où je parle, bon, très rapidement, moi je parle avec un bagage initial de psychologue clinicien, en tout cas de formation de psychologue clinicien, dont je n'ai pas fait mon métier. Euh, c'est à partir, là pour ce soir, il y aura quelques données de psychologie, et c'est à partir de ce questionnement sur le fonctionnement de l'esprit humain que j'ai articulé des questions plus larges sur l'existence, mais vraiment je fais très court. Et aujourd'hui, ou en tout cas depuis les années 2010, en gros, j'articule encore plus précisément toutes ces questions sur l'esprit humain, l'existence, avec l'écologie en tant que sujet très, très spécifique, et encore plus spécifiquement aujourd'hui sur la question de la transition énergétique. Voilà, pas forcément utile d'en dire beaucoup plus sur moi là maintenant. Adrastia, c'est une association que j'ai fondée en 2014 et effectivement qui rejoint à bien des endroits Adaptation Radicale, et en particulier sur une chose qu'a dite Julien tout à l'heure, c'est que on ne propose pas de solution non plus. Voilà. Euh, voilà, Adrastia existe depuis une dizaine d'années, elle a fêté son anniversaire en 2024. Et, euh, et voilà, j'aurais pas grand-chose de plus à dire par rapport à cet associé. Peut-être qu'on est en train de créer un podcast que je peux vous recommander parce que on y a des invités prestigieux, et en même temps un podcast dans lequel on fait dire à ces invités des choses que semble-t-il on n'entend pas ailleurs. Donc on est assez fiers des premières interviews qu'on a faites. Voilà ce que je peux dire en introduction pour l'instant. Mais super, merci Vincent. Voilà, donc Drastia aussi fait un travail, voilà, d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Je pense que la démarche est aussi très très sérieuse et rigoureuse, ce qui permet quelquefois d'ailleurs, comment dire, de cadrer les échanges, parce que nous on le voit à Adaptation Radicale, en fait les gens sont pas forcément d'accord, et le but c'est pas forcément d'être d'accord. Le but c'est de continuer à chercher ensemble, c'est de continuer à se poser des questions, et vraiment ce soir on est là pour ça. Je me permets de remettre un peu dans le contexte les dernières discussions qu'on a eues, Vincent, mais tu es intervenu récemment, alors j'ai plus la date exacte, chez Vince, donc dans un épisode de Limite, hein, où il interviewe des personnes, et notamment il t'avait interviewé toi, et il y avait eu quand même des réactions qui étaient euh, plus ou moins véhémente et en tout cas euh, qui t'avait mis en fait un petit peu je trouve, qui était limite insultante. C'est-à-dire qu'on arrivait à un point de non-retour où on ne pouvait plus parler. Voilà. Je crois que c'était vraiment ça, où le dialogue n'était plus possible. Et ça, moi, ça m'a questionné personnellement parce que aimant manier les idées et justement les challenger, je voyais pas qu'est-ce qui était derrière, en fait, qu'est-ce qui se jouait derrière, et je pense qu'on va pouvoir l'aborder. Et est-ce que, alors c'est une anecdote, euh, il y a une figure que tu as utilisée, que les canards étaient égales à les sèches-cheveux. Alors bon, cette, cette, cette image peut paraître complètement folle, et pourtant c'est quelque chose que tu t'es entendu dire. Est-ce que tu peux nous recadrer un petit peu le contexte, s'il te plaît? Ah oui, mais je vais même au cours de ma présentation expliquer d'où vient cette comparaison, et je vais la contextualiser avec tout un imaginaire qui nous traverse tous.
Alors, effectivement, j'ai cité lors de mon interview avec Vince, de mon entretien avec Vince, une comparaison qu'un de mes interlocuteurs avait utilisée pour dire que selon lui, il n'y avait aucun problème à faire la transition énergétique parce que pour lui, en tout cas, hein, les canards et les sèche-cheveux, c'est la même chose. Alors, il y a tout un arrière-plan, tout un imaginaire derrière cette comparaison. Je vais la détailler, hein. Mais effectivement, alors cette comparaison, je l'ai appris par la suite, en fait, était la déformation de propos d'un autre interlocuteur avec lequel j'échangeais par ailleurs. Je ne peux malheureusement pas les nommer, ces deux interlocuteurs, mais il y a eu vraiment une instrumentalisation d'une image qui avait été utilisée par un physicien au départ, dans le but de croire appuyer une justification technique et même physique de la transition énergétique. Mais bien sûr, cette comparaison ne suffit pas à démontrer. Alors cette comparaison espère faire comprendre que les machines et les êtres vivants, c'est la même chose et que donc la transition énergétique pose pas de problème parce que si on sait faire un sèche-cheveux, on sait faire un canard et réciproquement, et donc on sait alimenter une société thermo-industrielle avec du vent aussi bien qu'avec de la matière organique combustible, mais je vais y revenir. Oui, voilà, donc je pense que effectivement tu vas nous expliquer tout ça. Voilà, c'était juste pour dire quand même que ce débat-là n'est pas anodin. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous pensons en tout cas qu'il est possible que nous n'utilisions pas les bons outils pour résoudre les problèmes qui se posent à l'humanité et que même, du coup, si on se trompe, on perd du temps. Et donc, je voulais parler de l'intention que tu avais parce que je trouve que c'est important. Je crois qu'on a échangé là-dessus. L'idée, c'est de se dire, en fait, on veut pas se tromper. On veut avoir un point de vue juste pour amener des réflexions justes et donc pas de solution parce qu'on n'en a pas, mais en tout cas des pistes de travail qui soient les plus justes possibles. Parce que le temps, on n'en a pas beaucoup. Et même si nous, on fait partie d'un monde qui est un peu privilégié encore, qui est protégé encore, déjà de par le monde, il y a des problématiques et elles vont s'amplifier. Donc ton intention, elle est tout à fait louable. Elle est d'aider en fait à la réflexion. Elle n'est pas du tout de faire polémique pour faire polémique. Et je me permettais juste de le rappeler parce que c'est toujours important de l'intention. Je vais du coup te laisser la parole, Vincent. Merci beaucoup, Nadège. Alors effectivement, mon intention n'est pas d'être de mauvaise foi, de contrecarrer les promoteurs de la transition énergétique par esprit de trublion ou juste parce que j'ai une croyance de mon côté et que je veux absolument l'imposer à l'autre. Mon objectif, comme tu le dis, est au moins qu'on n'ajoute pas des erreurs à celles qu'on a déjà faites par le passé qui risqueraient de nous précipiter plus vite encore vers l'abîme, pour reprendre une phrase que j'utilise parfois. Alors, pour reprendre un petit peu ce débat à sa racine, puisqu'on est chez Adaptation Radicale et qu'on aime bien repartir des fondamentaux, eh bien, je vais exposer un petit peu pour moi le premier indice qui montre que la transition énergétique, pour l'instant, ne s'appuie pas de façon suffisamment solide sur du matériel scientifique pour qu'on puisse affirmer qu'elle est réalisable. Je vais détailler tout ça, mais il y a au moins un indice qui est accessible à tous, c'est que lorsqu'on demande à un spécialiste, un physicien, un scientifique, quelqu'un de qualifié, de compétent pour dire comment il sait que la transition énergétique est possible, eh bien il argumente. Il ou elle argumente. Et ça, c'est un indice fort dans le sens où, si je prends l'exemple de la théorie de la relativité que je ne comprends pas, à qui je demande à un physicien de m'expliquer la théorie de la relativité, ce physicien va m'expliquer ce qu'il comprend lui de la théorie et j'aurai sans doute, je l'espère en tout cas, mieux compris après son explication. Pareil pour le théorème de Pythagore, quand on l'a appris au collège, on a eu des explications de la part des enseignants. La théorie de l'évolution, si on ne la comprend pas bien, on a des explications. Parce qu'il y a dans le domaine, dans la science, il y a du matériel pour théoriser et il y a même des vérifications expérimentales sur ces différents domaines, la relativité, Pythagore dans les maths, la théorie de l'évolution, etc. Donc, quand quelqu'un ne comprend pas, on explique. La science explique ce qu'elle sait. Or, la transition énergétique, quand on demande à quelqu'un ce qu'il en sait, eh bien, il argumente encore
pour essayer de se persuader ou de persuader son interlocuteur qu'elle est possible. Eh bien ça, pour moi, c'est un indice de fragilité, en tout cas méthodologique. Ça veut dire on a lancé une transition énergétique avant même d'avoir en amont une théorie ou des vérifications expérimentales pour savoir si ça allait marcher. Alors, une image qui marche bien, c'est celle du début de l'aviation où on a envisagé de traverser l'Atlantique avec des avions. Eh bien, la transition, on l'a lancée, c'est-à-dire qu'on a fait décoller l'avion, il est parti, il a déjà dépassé les côtes françaises, et il est au-dessus de l'océan. Et en fait, on ne sait toujours pas s'il est capable de traverser l'océan. Le deuxième problème, c'est que non seulement on l'a lancé et il est déjà parti au-dessus de l'océan, mais en plus on a mis des passagers civils dedans, alors qu'on ne sait pas encore s'il est capable de traverser l'océan et d'atterrir de l'autre côté. La transition énergétique, c'est ça, c'est-à-dire qu'on l'a lancé, on ne sait pas si ça va marcher, mais on l'a lancé et on a emmené avec elle eh bien, toutes les sociétés thermo-industrielles, et on ne sait toujours pas si la transition énergétique va honorer ses promesses, et je vais y revenir. Alors là, vous avez une image d'un jeu que vous connaissez bien. Un des premiers écueils de la transition énergétique, c'est elle ne s'occupe pas, elle ne s'occupe pas tellement de savoir comment ça marche. La transition énergétique part du principe que à partir du moment où il y a suffisamment d'énergie dans le milieu, il n'y a pas de problème. Alors, par rapport à ce jeu d'enfance, c'est tout simplement dire que un pavé comme ça ou un, un cube, c'est pas vraiment un cube, mais en tout cas, c'est comme dire qu'un cube, ça peut rentrer dans un rond au prétexte que ce cube a la même masse que le cylindre d'à côté. Eh ben, on ne peut pas réduire des propriétés physiques, comme le fait d'être un cylindre ou un cube ou un pavé, comme ça. On ne peut pas substituer des propriétés physiques, des caractéristiques physiques, par des quantités qui ont leur part d'abstraction et qui surtout ne représentent pas la totalité des caractéristiques physiques. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc, peut-être qu'un cube et un cylindre, ça a la même masse, mais ce n'est pas parce que ça a la même masse que ça a les mêmes propriétés et qu'on peut en faire les mêmes choses. Toute la transition énergétique est fondée sur l'idée que un joule est un joule, et vous pourrez écouter des interlocuteurs qui sont également passés chez Vince sur Limit. À partir du moment où un joule est un joule, ou à partir du moment où un kilowattheure est un kilowattheure, ce qui est vrai, eh bien, on en déduit, ou plutôt on en affirme que toutes les énergies se valent. Et c'est là où pour moi il y a un énorme problème méthodologique. C'est pas parce que les énergies peuvent être quantitativement équivalentes qu'elles ont les mêmes propriétés et qu'on peut en faire les mêmes choses. Je vais détailler, mais on va repartir un petit peu en amont. Et bon, ça c'est une illustration pour vous montrer que la conviction que l'équivalence quantitative des énergies suffit à faire la transition est profondément ancrée dans les imaginaires des physiciens et des promoteurs de la transition. Ici, vous avez une image de la Société française d'énergie nucléaire qui fait une égalité stricte entre des quantités d'uranium, de gaz, de pétrole, de charbon et de bois, et qui dit, bah voilà, s'il y a la même quantité d'énergie dans très très peu de matière, comme pour l'uranium, eh ben, on va résoudre tous nos problèmes parce que très peu de matière suffit à obtenir beaucoup d'énergie, donc on va pouvoir substituer évidemment très facilement les énergies, mais cette équivalence-là, pour moi, ne marche pas. Alors, la Société française d'énergie nucléaire partait de l'énergie nucléaire, mais ça marche aussi pour le vent. On peut avoir dans une quantité de vent ou de rayonnement solaire, on peut avoir la même quantité qu'il y a dans 600 kilos de gaz, une tonne de pétrole, une tonne 5 de charbon, etc. Mais ça ne veut pas du tout dire que ça peut rendre exactement les mêmes services, voire même pas les mêmes services du tout. Alors voilà, on repart vraiment il y a très longtemps, c'était il y a 4 milliards d'années. Je vais essayer de faire court. Il y a 4 milliards d'années, il se passe quelque chose sur Terre et peut-être ailleurs dans l'univers, mais on ne le sait pas. De la rencontre entre des rayons gamma, des rayons X, des ultraviolets et de la matière. Ne vous focalisez pas trop longtemps sur l'illustration, c'est juste pour montrer que de l'énergie rencontre des molécules et que ces molécules, cette rencontre-là, crée quelque chose qui est inédit à notre connaissance
et qui perdure depuis ce premier événement, c'est l'autocatalyse. Alors l'autocatalyse, ça veut dire que quand les rayons du soleil ont rencontré de la matière, des molécules, il y a eu une excitation des molécules, assemblage particulier de ces molécules qui vont donner plus tard, par assemblage de nucléotides, on le voit sur le schéma, ben, l'ARN, puis l'ADN. Ces assemblages-là vont se complexifier, des cellules vont apparaître, les êtres vivants vont apparaître, etc. Vous connaissez le grand chemin de la vie. En revanche, ce qui est inédit et très important à retenir, c'est que le processus qui a été enclenché, il y a 4 milliards d'années à peu près, est autocatalytique. Ça veut dire que une fois qu'il est enclenché, il produit des réactifs qui entretiennent la réaction elle-même. Les produits de la réaction permettent à la réaction de se prolonger elle-même. Et c'est très important. Ce processus-là, ça veut dire que lorsqu'une cellule est constituée, tant qu'il y a de l'énergie et de la matière, elle peut se recomposer si elle est abîmée, elle peut se reproduire, la vie va acquérir la capacité de reproduction. Et chaque fois qu'une cellule, enfin, pour autant que les cellules auront de l'énergie et de la matière à disposition, elles vont reproduire le cycle initial de façon autocatalytique. C'est très important à retenir et vous allez voir que ça va nous éclairer beaucoup sur la faisabilité ou pas, hein, je ne vais pas trancher ce soir, de la transition énergétique. Je le précise si jamais c'était nécessaire. Moi, je suis favorable à la transition énergétique. Je, je préférerais qu'elle soit possible. Et je veux bien sûr qu'on arrive à réduire le plus possible, le plus rapidement possible les émissions de CO2. La question n'est pas là. La question, elle est de savoir si, avec quoi on peut le faire et comment on peut le faire. Alors voilà, ce processus autocatalytique, il a 4 milliards d'années, il s'est perpétué, transmis à la totalité des êtres vivants, y compris à vous qui m'écoutez ce soir. C'est-à-dire que dans la mesure où vous pouvez manger et donc par l'alimentation obtenir de l'énergie et des ressources, la matière première, eh bien votre corps peut se reproduire et de nouveau aller chercher de l'énergie et de la nourriture pour continuer ce processus. Donc l'autocatalyse est toujours présente. Alors l'autocatalyse, je précise que c'est un terme qui vient de la chimie au départ, mais ça ne doit pas surprendre pour l'interrogation sur la transition énergétique, parce que la transition énergétique s'interroge sur la possibilité de passer justement de réactions chimiques avec les hydrocarbures à d'autres types de réactions qui ne sont pas chimiques. Mais justement, on a une réaction chimique au départ quand on brûle des hydrocarbures. Ce processus-là est autocatalytique, très important. Il est aussi autocatalytique, comme pour nous les êtres vivants. Le processus thermo-industriel est autocatalytique. Ça veut dire que lorsqu'on trouve des hydrocarbures, qu'on les brûle, on obtient les moyens de fabriquer des machines, des pompes, des wagonnets pour aller sous terre chercher le charbon, des outils, des masses pour piocher les mines de charbon, etc. Et tout ça est permis par du charbon pour continuer à exploiter le charbon. Donc le processus est bien autocatalytique et très très largement chimique, que ce soit au niveau de la combustion et donc de la fonte des matériaux et des métaux pour fabriquer des outils, mais aussi dans notre cerveau à nous qui est régenté par des processus autocatalytiques chimiques et qui nous permettent, nous, de prendre la décision de brûler des hydrocarbures, de fabriquer des outils, et tout ça, ce sont des ensembles de processus chimiques au départ qui sont tous autocatalytiques et qui font qu'il n'y a pas eu discontinuité, c'est là où je voulais en venir, entre une évolution qui, depuis 4 milliards d'années, est sous-tendu par des processus autocatalytiques. Il y a eu continuité, on va dire conceptuelle, si je puis dire. Lorsque la civilisation thermo-industrielle est arrivée, elle a prolongé des systèmes, des processus chimiques autocatalytiques. Alors, nous, on voudrait se passer de ce processus autocatalytique fondé sur la combustion de matière organique parce que ça émet du CO2 d'une part, et d'autre part parce que les ressources en hydrocarbures, en- en matière organique combustible vont se tarir. Alors, dans le vivant, à
combien de fois la transition énergétique a-t-elle été possible? Ou plutôt, combien de fois un organisme ou un ensemble d'organismes a pu se dire dans le vivant, dans l'évolution, moi, cette source d'énergie-là, elle ne me convient pas, je vais passer à une autre. Alors là, je ne parle pas du passage, par exemple, de la photosynthèse à l'hétérotrophie, c'est-à-dire au fait que des végétaux soient nécessairement, au bout d'un moment, devenus des animaux capables de manger d'autres organismes. Ça, c'est un processus qui se fait sur le temps très long et c'est pas tout à fait de celui-ci dont je veux parler. Là, je veux parler de quelque chose qui nous concerne plus directement, c'est-à-dire un système qui de lui-même fonctionne sur un certain processus, la combustion de matière organique, et qui de lui-même voudrait intentionnellement passer à une autre forme d'énergie. Alors, il y a des organismes qui se posent la question, entre guillemets, ou en tout cas qui testent la chose. Le frelon oriental, par exemple, est un frelon qui se nourrit, donc il est hétérotrophe, il mange de la matière organique, et par ailleurs, il a, semble-t-il, en tout cas selon cette étude, on va conserver le ton hypothétique pour l'instant, il aurait sur son abdomen des pseudo-cellules photovoltaïques qui lui permettraient, en plus de la nourriture, de capturer un peu d'énergie provenant du soleil et, selon l'étude en question, ça lui permettrait de prolonger son activité l'après-midi, alors que ses cousins, les espèces proches de lui, proches de ce frelon, auraient plutôt une activité matinale. Eh bien, ce frelon aurait la capacité à prolonger son activité sans manger au moins pendant quelques heures, mais avec un complément énergétique. Ce frelon donc a une double alimentation énergétique, si on peut dire. Est-ce que pour autant il pourrait se passer de manger? L'évolution ne répond pas dans ce sens. Le frelon, bien qu'il puisse compléter son apport énergétique, doit continuer à manger pour toutes ses autres fonctions, en particulier la reproduction et puis la construction de son organisme dans l'ensemble. Il ne peut pas construire, façonner son organisme à partir de l'énergie photosynthétique, quand bien même il aurait des panneaux photovoltaïques, des pseudo-panneaux, sur son abdomen. Donc là, il n'y a pas de transition énergétique, au moins pas comme pas comme nous l'entendons, nous, pour nos problèmes. Alors, ça, c'est une limace de mer qui teste aussi, entre guillemets, notre problématique. C'est un organisme qui assimile des chloroplastes, qui sont des cellules photosynthétiques. Et alors là, non seulement, alors oui, cette limace doit s'alimenter de façon classique, on va dire, doit manger d'autres organismes vivants pour croître au départ, mais il est vrai que cette limace obtient une très grande autonomie grâce au chloroplastes, une forme de symbiose, grâce à la photosynthèse faite par les chloroplastes dans son corps. Elle peut vivre jusqu'à 9 mois, comme ça, sans s'alimenter. Est-ce que pour autant cette limace de mer peut se passer de manger? Là encore, non, ça n'est pas le cas. Sans quoi, elle n'aurait plus, elle aurait sans doute perdu son organe, enfin sa bouche et les moyens même de s'alimenter. Elle a conservé ces fonctions-là. Elle ne peut pas se passer de manger pour ensuite faire une symbiose avec des chloroplastes et obtenir un complément énergétique. Donc il n'y a pas là dans le vivant de nouveau de véritable transition énergétique. Pour autant, voilà, enfin, pour autant, je rajoute, je rappelle que là, pour ces deux organismes, l'autocatalyse est bien sûr conservée, mais l'autocatalyse n'est pas assumée par les énergies qu'on va appeler auxiliaires ici, qui sont la photosynthèse. L'autocatalyse est assumée par la matière organique consommée initialement. Et c'est très important. La totalité du cycle de vie de ces organismes-là ne peut pas être assumée par des énergies dites auxiliaires qu'on espérerait être des énergies de remplacement pour nos sociétés. Alors voilà, nos sociétés, à partir de sources d'énergie, on va retenir ce vocable, à partir de sources d'énergie, donc des énergies dans lesquelles nos sociétés puisent et obtiennent les moyens d'exploiter ces énergies, il y a un processus autocatalytique qui a comme résultat double à la fois de s'auto-entretenir, c'est-à-dire qu'on peut continuer à aller chercher des hydrocarbures, des énergies fossiles dans le sol, mais en plus, on peut bâtir toute une société autour. Donc ce processus autocatalytique est vraiment
hyper efficace et nous rend, alors efficace c'est un terme à utiliser avec des pincettes, mais en tout cas il est très puissant il a permis de s'auto-entretenir tout en bâtissant en plus la totalité des fonctions des sociétés thermo-industrielles. Mais voilà, la transition énergétique, elle voudrait opérer une substitution, c'est-à-dire on se passe des sources d'énergie, hein, dans lesquelles on puise pour obtenir les moyens de les exploiter, plus bâtir une société. On voudrait passer à des énergies auxiliaires, le vent, le soleil et les atomes d'uranium, avec lesquels, eh bien, on est un petit peu comme la limace de mer et le frelon, on sait qu'on peut les utiliser. Alors, c'est parfois une critique qui m'est faite, mais qui n'a pas de sens par rapport à mon travail. Je ne dis pas que les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ou les centrales nucléaires ne servent à rien. Ça n'aurait aucun sens de faire cette affirmation. Bien sûr que je sais qu'on peut faire de l'électricité avec des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et des centrales nucléaires. La question n'est absolument pas là. La question est de savoir si ça permet à nos sociétés de vivre, d'assumer leurs besoins et de stabiliser l'économie, l'industrie de nos sociétés. C'est ça la question. Et là, on a un petit écueil, au moins potentiel, en tout cas c'est là que je pointe une critique possible de la faisabilité d'une transition énergétique, c'est que, eh bien, à contrario des sources d'énergie, avec des énergies auxiliaires, on ne peut pas fabriquer des éoliennes, on ne peut pas fabriquer des panneaux photovoltaïques ou des centrales nucléaires. Je sais que vous avez en tête de me répondre, mais enfin, avec l'électricité produite par ces énergies dites de substitution, donc ces ENS, on peut alimenter des fours électriques et fabriquer les métaux nécessaires pour faire des éoliennes. Donc on peut faire des éoliennes à partir de l'électricité produite par les éoliennes. Je le sais bien. La question est un tout petit peu plus complexe que ça. Il faut, en tout cas, ce que c'est la physique aujourd'hui, tant théoriquement qu'expérimentalement, c'est qu'un système physique, mais je ne vais pas trop développer ce point, un système physique ne peut pas se stabiliser son organisation à partir de son énergie interne, c'est-à-dire en aval de l'énergie qui rentre initialement dans le système. Alors voilà, je ne peux pas développer là parce que ça nous prendrait trop de temps, mais il faut le retenir comme un acquis de la science aujourd'hui non réfuté. Les systèmes complexes comme nos sociétés, comme les êtres vivants, comme tous les systèmes complexes que l'univers connaît, s'organisent à partir de l'énergie qui rentre initialement en eux. C'est ce qui définit leurs frontières entre le milieu extérieur et leur milieu intérieur. C'est une règle jusqu'ici non réfutée. Et tout système physique complexe, toute structure dissipative qui espérerait s'organiser avec son énergie interne, ne peut voir son organisation que se dégrader. Si elle n'a plus accès à une énergie externe qui est puisée dans le milieu, à partir de laquelle elle s'organise directement, toute structure dissipative, si elle ne doit se contenter que de son énergie interne, va finir par se dégrader. Son état va perdre en cohérence, ses structures internes vont se déliter, etc. C'est une règle. Je n'oserais même pas parler d'entropie, mais c'est le terme normalement utilisé pour parler de ces notions. Donc voilà, la problématique se résume ici. Est-ce qu'on peut passer des sources d'énergie à des énergies auxiliaires alors qu'on ne peut pas fabriquer des éoliennes avec du vent, par exemple, et les autres infrastructures, c'est pareil. En résumé, on a, pour faciliter la suite de l'intervention et de la compréhension, on a plusieurs formes d'énergie, ou en tout cas plusieurs, pas des formes d'énergie, mais des familles d'énergie qui peuvent comprendre plusieurs formes d'énergie chacune de ces familles, mais des familles d'énergie qui, pour nous, ne rendent pas les mêmes services et qui ne sont pas équivalentes. Et je le redis, même si on peut trouver la même quantité d'énergie dans chacune des catégories. Il peut y avoir des quantités égales, voire il peut y avoir plus d'énergie dans le rayonnement solaire ou dans le vent si on additionne tout, ou dans l'uranium que nous en consommons chaque année grâce aux hydrocarbures. Il peut y avoir plus d'énergie dans ces autres énergies auxiliaires, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont équivalentes aux énergies fossiles, aux hydrocarbures. Cette équivalence-là ne tient absolument sur rien. Je ne voudrais pas paraître trop péremptoire, mais les affirmations qu'un joule est un joule, donc la transition énergétique est possible, je ne sais même pas comment saisir cet argument-là sur le plan scientifique. Donc une source d'énergie vitale, c'est pour vous et pour moi, comme pour tous les êtres vivants, c'est ce qui permet de vivre.
c'est la matière organique comestible pour l'ensemble des organismes hétérotrophes. Et pour nous, nous avons besoin de manger. C'est notre source d'énergie vitale. Si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Les sources d'énergie auxiliaires pour nos sociétés, ce sont des sources d'énergie dans lesquelles on peut puiser pour obtenir des services et continuer à obtenir ces services grâce à ces énergies. Ce sont donc des sources, mais elles sont auxiliaires. C'est le cas des énergies fossiles, du bois, de la tourbe, de tout ce qu'on peut brûler. Nos sociétés puisent dedans pour obtenir des tas de services, mais ça n'est pas existentiel. C'est-à-dire que des êtres humains qui vivent sans brûler de matière organique, il y en a certainement eu, et il y en a peut-être même encore. Même si cette question est délicate, parce qu'en fait le feu est avec nous depuis peut-être 1 million d'années. Quoi qu'il en soit, même si des êtres vivants vivent sans feu, enfin, il n'est pas impossible théoriquement de vivre sans le feu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, les sources d'énergie, que sont le bois, la tourbe, les énergies fossiles, etc., elles sont auxiliaires. Elles ne sont pas existentielles fondamentalement. Et enfin, on a une troisième catégorie, les énergies auxiliaires, mais qui ne sont donc pas des sources. C'est-à-dire qu'elles rendent des services, le vent, la force de l'eau, le rayonnement solaire, les atomes radioactifs, etc. On obtient bien des services, mais le défi, il est là. Est-ce qu'on peut puiser dedans pour obtenir ces services directement? Ça n'est pas le cas, et donc c'est une catégorie qui n'est pas compatible avec les deux premières. Il n'y a pas de source d'énergie. Le vent, la force de l'eau, le rayonnement solaire, les atomes ne sont pas des sources d'énergie pour les sociétés humaines, selon moi en tout cas, ce que je propose pour penser la transition énergétique. Alors voilà, je reprends une dernière fois le schéma de la Société française d'énergie nucléaire. On a bien deux catégories différentes. On peut avoir énormément de soleil dans notre environnement, eh ben, on ne pourra pas fabriquer les moyens d'exploiter le soleil, alors qu'avec les sources d'énergie que vous avez sur la droite, le gaz, le pétrole, le charbon et le bois, on peut fabriquer tous les moyens de les exploiter. Et on rentre là plus précisément dans les imaginaires qui sous-tendent eh bien, ces équivalences fantasmées, on le disait tout à l'heure, l'équivalence fantasmée entre des sèche-cheveux et des canards. Il faut voir à quel point nous sommes imprégnés de l'idée, alors qu'il n'y a pas de limite au développement, c'est une chose, mais cette idée qu'il n'y a pas de limite au développement qui sous-tend l'économie, qui sous-tend nos politiques, qui sous-tend les croyances fondamentales des sociétés, alors occidentales au sens très large, sociétés riches, des sociétés thermo-industrielles qui croient qu'elles vont pouvoir croître à l'infini. Eh bien, la croissance infinie, c'est quelque chose, alors d'une part la croissance infinie, mais même si on ne croit plus, la pérennité la vie sur le long terme, la vie éternelle, c'est cet autre mantra qui traverse le transhumanisme. Vivre éternellement. Eh bien, nous sommes si inquiets de ne pas pouvoir déjà croître à l'infini, mais en plus vivre éternellement, que nous rejetons le risque que ça ne soit pas possible en projetant sur le monde un arbitraire qui décide que les machines sont dotées des mêmes capacités que des êtres vivants qui, eux, sont capables manifestement de se reproduire à l'infini depuis 4 milliards d'années. Alors à l'infini, certainement pas, mais en tout cas de façon stable et régulière depuis 4 milliards d'années, toute variation environnementale comprise. Il y a quelque chose qui se transmet, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien l'autocatalyse, il y a quelque chose qui se transmet, qui ne s'est jamais arrêté jusqu'à nous, qui s'est même perpétué avec les sociétés thermo-industrielles, et que là, on aimerait pouvoir rendre accessible à des machines indépendamment de tout processus chimique au départ. Les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les centrales nucléaires, ce sont des processus physiques différents. On part d'une énergie cinétique sous forme cinétique dans le vent, radiative sous forme pour le rayonnement solaire, et c'est la force de liaison des nucléons qu'on libère dans l'énergie atomique. Et ce sont des formes d'énergie, des manifestations de l'énergie qui engendrent des processus physiques qui n'ont rien à voir avec un processus chimique dont on sait qu'il peut être autocatalytique. Et pourtant, on, on est persuadé que toutes nos machines sont équivalentes à des systèmes physiques fondés sur des processus chimiques autocatalytiques. Alors là, vous avez l'illustration dans le rapport RTE qui m'a épaté. On a l'idée que l'électricité, elle peut émerger d'une plante dont on sait.
qu'elle a la capacité de reproduction. La plante, elle se débrouille absolument toute seule pour vivre et se reproduire, elle n'a pas besoin de nous. Et bien nous, on va dire que l'électricité acquiert, s'approprie et absorbe les mêmes propriétés qu'un organisme vivant. C'est pour vous montrer à quel point cette fantasmagorie de l'auto-perpétuation, de l'auto-engendrement est là dans les rapports les plus sérieux, dans les études les plus sérieuses. Le radis est une. Alors, je parle du logo de cette société qui fabrique des enfin, qui défend la fabrique de petits réacteurs nucléaires et dont le logo est inspiré du radis parce que le radis est un légume racine qui ne laisse aucun déchet parce que la plante entière est comestible. Donc là, on part bien de l'idée qu'une source d'énergie, ou plutôt que l'exploitation d'une énergie auxiliaire, acquiert elle aussi les mêmes propriétés qu'une plante. Non seulement elle peut reprendre tous ses déchets, les recycler, mais se reproduire à l'infini. Donc voilà, on va s'approprier de nouveau cet imaginaire. Je voulais vous proposer, je vous propose de regarder un extrait d'un film qui s'appelle The Electric State. Je m'excuse, j'ai du mal à articuler ce soir. J'espère être suffisamment compréhensible. Euh, alors, The Electric State, c'est un film de 2025, tout récent, qui m'a été recommandé par Jean Latreille, dont je vous recommande également le travail. Jean Latreille est professeur d'économie. Et donc, Jean m'a proposé de regarder ce film et je vous laisse écouter un extrait. Je vais monter le son et on en parle juste après. Oh non, non. Cette saloperie de frigo a lâché. C'est vraiment... Ah, merde. Oh, j'y crois pas. Mes friands à la saucisse, mes steaks, mes glaces, tout est fondu. Oh, c'est bon. Et voilà, j'ai rien à bouffer. Comment ça, t'as rien à bouffer? J'ai déchargé une caisse pleine de bouffe. Mange ça. Les antiquités, je peux pas. Non mais t'as pété un boulot ou quoi? C'est des barres de chocolat. C'est des produits dérivés des bêtes de l'hiver qui sont encore dans leur emballage d'origine. Ok? Je les mangerai pas. C'est bon à max. Eh ben, je vais manger les burritos comme ça, je suis sûr d'être surpris. Putain de salmonellos. C'est pas la peine de s'infliger ça. On a des boîtes repas, pas en manger une. Les boîtes repas G.I. Joe ne contiennent pas de repas. Elles sont faites pour les transporter. Les repas sont pas inclus. Pourquoi alors, tu peux m'expliquer? Regarde-moi. Alors, regarde-moi. Oui, bah je te regarde. As-tu débranché ça et mis ma rallonge sur ta station de chargement? Non, Tu clignes des yeux, tu clignes des yeux. Ça veut dire que tu mens. Ok. je vois pas. Donc, tu l'as prise. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu l'admettes. La confiance est la base d'une relation saine, tu sais. Sois franc et je m'énerverai pas. Dis-moi que tu as pris ma rallonge. Et je m'énerverai pas. J'ai pris ta rallonge. Que Dieu bénisse la vérité. Et voilà, je vais mourir de faim sous tes yeux. On commence déjà à apercevoir mes côtes sous mon t-shirt. Mais déjà, j'ai besoin d'énergie pour vivre. Moi, tu prends d'énergie parce que tu as un être humain. Pas comme toi. Toi, ton énergie, elle sort d'une prise. Tu prends l'énergie dans la prise, tu remets la rallonge à sa place et c'est tout. T'en es pas comme 10 jours. Mais c'est sûr que je me branche tout. Il n'y a pas de source d'énergie, je peux pas me brancher. Et c'est comment voir? Mais tu te branches quand tu veux. Ton énergie n'a pas besoin d'être gardée au frais, ok? Pour éviter la dystéria et pour éviter les salmonelles. Les artificielles. En fait, non. Une débilité artificielle. Voilà. Alors j'espère que vous avez bien tout entendu les dialogues. Et ce qui est troublant, on va pas rester trop longtemps sur cet extrait de film, mais ce qui est troublant, c'est de voir à quel point il y a une concurrence sur des formes d'énergie qui sont considérées comme équivalentes, au point que voilà, le robot se sert de la prise électrique pour s'alimenter, comme si, il devait manger de la nourriture physique. Enfin, voilà, les deux formes d'énergie rentrent en compétition entre l'être humain et la machine. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ça. Le personnage principal dit que ton énergie n'a pas besoin d'être gardée au frais. Bon, il y a quelque chose quand même d'une confusion assez grande entre des formes d'énergie qui sont dédiées aux machines et des formes d'énergie qui sont dédiées aux humains. L'ensemble du pitch du film, c'est vraiment une guerre entre les humains et les technologies, les machines.
Et cette guerre-là, elle va être gagnée parce que les humains vont fusionner en quelque sorte, ou en tout cas accepter d'avoir des relations presque symbiotiques avec les machines. Et vous voyez que là, on est dans un processus où la pérennisation de l'espèce humaine est conditionnée au fait que les machines fonctionnent. Et ce film est assez troublant pour ça, à mon sens, parce que il y a, comment dire, il y a une espèce de besoin que les machines parviennent à faire la même chose, je me répète, à faire la même chose avec l'électricité que nous faisons avec la nourriture que nous mangeons qui lorsqu'elle est débranchée du frigo, dépérit. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin sur ce film, c'était juste pour vous illustrer cette confusion des catégories qui percolent en permanence dans nos imaginaires, y compris dans la culture populaire. Alors, voilà, je voulais passer à... Il est déjà 21h18, le temps file. Je voulais passer à la dernière forme d'objectivation que nous pourrons espérer de la faisabilité d'une transition énergétique. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de théorie sous la main, on n'a pas de vérification, on va dire, on n'a pas de preuve de concept que c'est possible, mais on espère tous que l'expérimentation de terrain va confirmer que la transition est possible. On espère que l'avion, entre guillemets, transition énergétique, va finir par traverser l'océan. Et alors, elle a été présentée, cette transition énergétique, de façon tellement idéale et parfaite, sans nuance. Je le redis encore une fois sur la chaîne limite, vraiment avec une équivalence stricte entre les énergies fossiles, le vent, le rayonnement solaire et l'uranium, une équivalence stricte qui normalement implique véritablement que les ENS, les énergies dites de substitution, apportent exactement les mêmes services que les énergies fossiles. C'est vraiment plus qu'un fantasme. Là, c'est une affirmation dans la littérature scientifique elle-même. On dit la transition énergétique va rendre les mêmes services que les énergies fossiles. Bon, si on avait présenté la transition énergétique comme étant un accompagnement de quelque chose, comme étant un complément d'apport énergétique, comme étant un apport en résilience, pourquoi pas? Comme étant bah voilà, des services supplémentaires rendus aux sociétés en adjoignant un peu plus d'autres formes d'énergie, un peu comme le fait le frelon asiatique. Voilà, si on avait si on avait présenté la transition énergétique comme un complément, j'aurais certainement pas émis le même type de critique qu'aujourd'hui. Sauf que là, la transition énergétique, elle est censée répondre aux problèmes écologiques, elle est présentée comme telle. Répondre aux problèmes d'émissions de CO2, on les réduit. Répondre au problème des limites de disponibilité des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prolonger le fonctionnement des sociétés. C'est présenté comme tel. Un dernier rapport du Shift Project présente la transition énergétique comme étant une garantie de souveraineté. Alors quand je dis garantie, je pèse mes mots, c'est-à-dire que la transition énergétique, plus précisément l'électrification, et on mettra derrière des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou des centrales nucléaires, l'électrification est présentée comme étant un gain de souveraineté, une garantie de souveraineté et d'autonomie, c'est-à-dire que les pays qui auront fait leur transition énergétique seront capables de se gérer tout seuls, au moins pour la production d'énergie, et voilà, il restera à gérer l'approvisionnement en ressources minérales, parce que, par exemple, la France ou l'Europe ont peu de ressources sur leur territoire, mais en tout cas, en France et en Europe, la transition énergétique est présentée comme étant un gain de souveraineté, y compris par Jean-Marc Jancovici, Mathieu Ozano et les équipes du Shift. Et puis, bah, sur le plan économique, la transition énergétique est censée rendre les mêmes services que les énergies fossiles au cours de l'histoire. Bon, on a trois paramètres, à mon sens, qui sont trois piliers fondamentaux de la transition énergétique qui sont censés tous être honorés. Un paramètre écologique, un paramètre politique, dans lequel on met la souveraineté, l'autonomie, politique et géopolitique, hein, et puis un paramètre économique. Vraiment trois piliers qui sont présentés comme étant acquis par la transition énergétique. Alors j'ai proposé, moi, sur le site Défi Énergie, un observatoire de ces trois piliers
Et j'ai intégré les courbes qui observent l'évolution de ces trois paramètres. Alors les émissions de CO2, les balances commerciales des pays, le commerce extérieur des pays, pour un peu estimer de la souveraineté, de l'autonomie des pays, et donc de leur capacité politique et géopolitique à être affranchis plus ou moins des autres. Et puis, bien sûr, le paramètre de croissance, le taux de croissance du PIB en particulier. Voilà, tous ces indicateurs sont intégrés sur l'article, dans l'article dont vous voyez l'adresse ici. Et il a pour objectif de mettre en perspective les observations presque au jour le jour de la transition énergétique au regard de ce qu'ont permis les hydrocarbures dans l'histoire et qu'on est censé retrouver aujourd'hui. Là, je vous montre un graphique. Là, je vous montre un graphique, quatre graphiques de Václav Smil, qui est un grand spécialiste de l'énergie et de la transition énergétique. Et là, vous avez quatre courbes qui décrivent depuis 1850, pardon, les trois premiers de la gauche vers la droite et de haut en bas sont de 1870 à 2050 et le dernier en bas à droite pour la Chine est de 1950 à 2050. Et vous voyez là la croissance du PIB. Depuis 1870 en France, la courbe de croissance a été exponentielle pendant 4 ou 5 décennies et avant d'atteindre une forme de stabilisation, de plateau, et la forme de la courbe est la même partout dans le monde. Ça veut dire que on retrouve là l'autocatalyse dont je parle depuis un petit moment. Quand on a rencontré ces énergies-là, alors il n'a pas fallu que les rencontrer, il a fallu aussi développer une ingénierie qui permette d'engendrer cette autocatalyse dont je parle depuis le début. Mais il se trouve que même cette ingénierie-là a été permise par de la matière organique combustible, puisqu'on brûle du bois et du charbon de bois dans les fourneaux depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années, et que cette sidérurgie prototypique a permis l'enclenchement d'une grande accélération de développement industriel qui a été voilà, les 200 dernières années d'explosion industrielle sous-tendue par les énergies fossiles. Le processus autocatalytique, vous l'avez sous les yeux, et vous devinez la courbe qu'on appelle de Huber, qui est la courbe qui dit que quand l'humanité exploite une ressource, elle part de zéro, il y a une croissance très rapide, l'exploitation atteint un pic, et on devine que la suite, eh bien, c'est la pente, c'est la déplétion, il y a de moins en moins d'hydrocarbures, et c'est cette pente-là que nous voudrions pallier et que nous voudrions empêcher grâce aux énergies de substitution, aux ENS. Mais voilà, depuis que nous avons déployé des énergies dites de substitution, nous n'avons pas pu, nulle part où elles existent, enclencher de processus auto-catalytiques. C'est-à-dire que la totalité de la maintenance et du remplacement des ENS, des énergies dites de substitution, est assurée par d'autres formes d'énergie, en l'occurrence des hydrocarbures, ailleurs, ou alors, si jamais la réparation des ENS, mettons, on prend l'exemple des éoliennes, si jamais la réparation d'une éolienne est permise par l'électricité qui est produite par cette éolienne, cette réparation entre en concurrence avec la fourniture d'énergie de cette éolienne pour la société. Donc on a soit une énergie externe qui arrive dans les systèmes de transition et qui permet leur maintenance, leur entretien et la stabilisation de leur fonctionnement, soit s'il y a vraiment aucun hydrocarbure qui est exploité pour cet entretien et cette maintenance, alors il va falloir puiser dans le flux d'énergie qui est censé nourrir nos sociétés. D'accord? Donc pour l'instant, autant conceptuellement que dans les observations, on n'a pas réussi à montrer que des ENS, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc., étaient capables de étaient capables de se passer de flux d'hydrocarbures provenant de l'extérieur, de leur système, ou alors étaient capables de se stabiliser à la fois en alimentant les sociétés et en puisant un petit peu dans le flux énergétique pour se réparer, s'auto-réparer, etc.,
engendrer un processus aussi catalytique soit-il, s'il n'est pas autocatalytique. Et alors, si les ENS ne parviennent pas à être authentiquement autocatalytiques, elles ne sont pas capables de reproduire, à mon sens, cette courbe de croissance-là, et je crains qu'on observe ici, je n'ai proposé qu'un seul graphique parce qu'il y en a un par pays, donc ça fait beaucoup. On n'observe pas, depuis que la transition énergétique est lancée, de relance du taux de croissance du PIB. C'est-à-dire que là, vous avez le taux de croissance du PIB à l'échelle mondiale qui est en tendance décroissante depuis les années 70 dans le monde. Alors, je précise, hein, c'est le taux de croissance, c'est-à-dire que là, dans le monde, vous avez toujours de la croissance au bout de la courbe à droite. D'accord? Ce que je pointe, c'est que ce taux de croissance enfin, chute, il baisse, et cette baisse-là aurait dû, si la théorie était juste pour la transition énergétique, ce taux de croissance aurait dû être stabilisé et reprendre à la hausse, théoriquement, puisque c'est ce qui s'est passé ici lors du début de l'exploitation des hydrocarbures. Il y a bien eu autocatalyse, le système s'est auto-alimenté et auto-renforcé progressivement. Ici, on n'a pas une observation, alors sinon de croissance, parce qu'on n'est pas obligé de retrouver la croissance, et ce n'est pas une nécessité, mais on n'a pas non plus une stabilisation observable du taux de croissance depuis qu'on a lancé cette transition énergétique. Alors je sais bien que ces indicateurs sont très critiquables et sont très peu discriminants pour l'instant. D'accord? Ce que je veux pointer, c'est que, étant donné que la transition énergétique est censée avoir les mêmes propriétés que les hydrocarbures, on n'est pas censé avoir une perte, comment dire, on n'est pas censé voir le taux de croissance du PIB nous échapper. Cette industrie de la transition énergétique est censée procurer souveraineté, autonomie, stabilité économique et écologie. C'est-à-dire que les paramètres existentiels de nos sociétés sont censés nous revenir, nous être de nouveau maîtrisables, si je puis dire. Or, depuis que la transition énergétique est lancée, ça n'est pas le cas. Je peux le dire autrement. Lorsqu'un un bébé humain s'alimente au sein ou au biberon, et puis après qu'il s'autonomise, qu'il continue à manger, il quitte le biberon, il arrête le biberon et il passe à de la nourriture plus solide, etc., il est en acquisition progressive de maîtrise de son corps, de son environnement, de ses interactions. Il grandit et il est, comment dire, voilà, c'est pas tout à fait le terme, mais il est souverain dans son adaptation et son existence, parce qu'il mange. Alors bien sûr, il a des interactions avec d'autres systèmes autour de lui, d'autres êtres vivants, mais ce qui, ce qu'il ingère lui permet d'acquérir, de croître, d'acquérir de la maîtrise et d'acquérir toutes les fonctions d'un bébé humain, puis d'un petit humain et d'un adulte humain. La transition énergétique est censée nous redonner la main sur toutes les fonctions sociétales. La capacité à honorer les retraites du mieux possible, la capacité à stabiliser le taux de croissance, puisque c'est la première demande des citoyens. Et il faudrait quand même parvenir à stabiliser ça. Redonner la main sur du distributif qui permette une aussi équitable possible distribution des richesses. On devrait reprendre la main. Or, ça n'est pas le cas. Les pays qui font leur transition énergétique voient leur économie leur filer entre les doigts de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans. Voilà. Je ne vais pas plus loin sur ce paramètre économique. On en est mon travail aussi, du coup, est un petit peu à la croisée des chemins. Euh, Comme on n'a pas de théorie, comme on n'a pas de preuve de concept, on ne va pouvoir vérifier que la transition fonctionne que sur le terrain. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que, je fais une petite parenthèse, depuis 10 ans, je n'ai de cesse de questionner les scientifiques sur les théories et les preuves de concept. Je n'en ai jamais, elles n'ont jamais été apportées. Et ma position est de plus en plus inconfortable parce que je discute avec des physiciens au cœur des laboratoires qui me disent bah, que ça marche pas, que ça ne peut pas marcher, ou en tout cas qu'ils ont des doutes considérables sur le fait que ça puisse marcher.
Ils comprennent pourquoi j'émets des doutes sur le fait que ça redonne de la maîtrise et ils voient pourquoi dans la théorie ça ne fonctionne pas. Ils espèrent, comme moi, comme nous tous, que ça marchera un jour et que les expérimentations valideront la transition énergétique. Simplement, moi, je suis à l'interface entre ces chercheurs et le grand public, et les chercheurs ne veulent pas, pour l'instant en tout cas, euh, faire le pas vers le grand public pour dire ce que parfois même ils écrivent dans certains de leurs livres, euh, qu'ils ne savent pas du tout en fait si la transition est possible ou pas. Ils ne veulent pas faire ce pas-là, je ne vais pas les forcer, je vais passer ce moyen-là. Disons que là, pour l'instant, je suis à l'interface et qu'on est un peu tous coincés, on n'a plus qu'à attendre. Bon. Alors, je vais quand même décliner encore quelques arguments et je vais un petit peu parler des biais méthodologiques sur lesquels continue à s'appuyer la transition énergétique pour se donner l'impression qu'elle fonctionne. On a beaucoup parlé ces dernières années des dynamiques locales de transition. Alors, les dynamiques locales de transition, c'est ces endroits sur la planète, des territoires, des pays, que les promoteurs de la transition regardent à la loupe, scrutent, parce que bah, si ça marche à ces endroits-là, eh ben, c'est bon, on n'a plus qu'à généraliser. Alors, il y en a plein hein, qui sont très souvent évoqués. On parle du Royaume-Uni, de la Norvège, bien sûr de l'Australie méridionale en particulier, de l'Inde, de la Chine aussi, on commence à en parler un petit peu, et puis de la France. Bon, alors j'enquête, j'essaye de voir un petit peu quelle est la réalité derrière ces succès d'apparence. Le Royaume-Uni, par exemple, voit sa transition énergétique largement financée par le Qatar. C'est-à-dire que les investissements dans la décarbonation de la Grande-Bretagne sont carbonés en grande partie. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, vous me pardonnerez, mais je peux vous les donner sans problème. Donc là, on a une décarbonation locale qui est financée par des grandes puissances pétrolières ou gazières. C'est embêtant. Et par ailleurs, les banques britanniques financent considérablement les bombes carbone dans le monde entier. Ça a été démontré. Donc on a une décarbonation là qui est directement financée par des capitaux carbonés venant du Moyen-Orient ou financée par des banques qui s'enrichissent par ailleurs sur diverses bombes carbone dans le monde. Est-ce que là, on peut qualifier la décarbonation du Royaume-Uni de décarbonation, en fait? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas et je pense qu'il est très délicat d'affirmer que des dynamiques locales de transition sont un succès alors qu'elles sont traversées de carbone de part en part. Et on ne saura si la décarbonation est viable, comme je le disais tout à l'heure, qu'à partir du moment où les infrastructures et les systèmes économiques appuyés sur les infrastructures de transition pourront s'affranchir directement des énergies fossiles ou des capitaux fossiles, des capitaux carbonés. Avant que les transitions fassent ça, on ne pourra pas dire que ce sont des décarbonations, ça ne sera pas possible à mon sens. La Norvège est un pétrostate ou un carbo-État évident, hein. L'Europe, alors l'Europe tendanciellement consomme de moins en moins d'hydrocarbures et développe des éoliennes et des panneaux photovoltaïques de façon très rapide. L'Europe, c'est le premier marché mondial dont la balance commerciale dont les échanges commerciaux sont faits avec la totalité du reste du monde, et le reste du monde est carboné à 80%. Comment pourrait-on dire que la décarbonation locale en Europe est viable, puisque c'est ça son projet, alors que l'Europe est totalement traversée soit d'énergie grise, c'est-à-dire brûlée ailleurs, mais dont les produits arrivent en Europe, soit carrément de capitaux qui proviennent de pays qui achètent des produits européens, mais avec des moyens qui proviennent d'économies carbonées. Alors j'ai fait un très long article en trois parties sur l'Australie méridionale parce que je voulais m'exercer à la réfutation de la validité supposée d'une transition énergétique à partir de cette observation-là qui revenait en permanence dans les débats. L'Australie méridionale est censée être la preuve que la transition énergétique fonctionne. Mais l'Australie méridionale et l'Australie dans son ensemble exportent du charbon. C'est un des plus gros pays exportateurs de charbon en direction de l'Asie. La transition énergétique sera
validée lorsque ce pays aura arrêté d'exporter son charbon. Sinon, ça n'a pas de sens. Le parc Kavda, je ne sais pas comment on prononce, en Inde, c'est un immense parc de panneaux photovoltaïques. Il est co-construit avec Total Energy. Il est financé par le milliardaire Gautam Adani, qui a fondé sa richesse sur l'import-export d'hydrocarbures. Donc le financement est complètement carboné. On ne peut pas dire, là, à date en tout cas, que ces panneaux photovoltaïques sont verts. Ça n'a pas de sens pour moi. Par ailleurs, les 90% des panneaux de l'Inde sont fabriqués en Chine, qui est un pays largement carboné. Et je vais revenir tout à l'heure sur les premières tendances qui ont tendance à montrer que la Chine peut-être et l'Inde euh, auraient une transition en train de réussir. Bon, voilà, la décarbonation de la centrale de Gardanne en France, qui est en cours de conversion. Elle est financée par Daniel Kretinsky, qui est un milliardaire tchèque qui a fait sa fortune dans les hydrocarbures et qui continue à s'alimenter de richesses provenant des hydrocarbures. Donc, je, comme je le disais tout à l'heure, ben, on peut reprendre l'exemple du frelon ou de la limace de mer. Le frelon s'alimente avec de la matière organique, il enclenche un processus autocatalytique, je vais y arriver. Son corps fonctionne, il croît, il obtient toutes les fonctions organiques du frelon et il développe potentiellement des pseudo-panneaux photovoltaïques. Mais c'est grâce à l'alimentation, initialement. Il n'aurait pas pu naître à la lumière du soleil. Et naître et croître à la lumière du soleil, ça n'est pas possible. Donc là, pareil pour le parc photovoltaïque en Inde. Il ne sera démontré que la transition est possible que lorsque les capitaux carbonés arrêteront de financer ce parc et que lui-même sous-tendra une économie de façon autonome. Et on en est très très loin. Alors, un petit point méthodologique que je tenais à faire sur justement l'étude des bilans carbone qui sont extrêmement sélectifs dans les paramètres qu'ils utilisent et qu'ils ensuite diffusent sur les réseaux sociaux ou dans les études, bref. Un bilan carbone, il y a différentes façons de le calculer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a surtout différentes échelles pour le calculer et on parle de différents scopes jusqu'au scope 3 et puis on peut étendre derrière le scope 3 un petit peu plus loin. Le Shift Project, là encore, a fait des travaux pour calculer ce que Maxence Cordier appelle l'exposition énergétique de la France, c'est-à-dire à quel point la France est exposée à du carbone provenant de l'étranger. Et le résultat du calcul a été que la France était exposée à 70%, l'économie de la France est exposée à 70% à des énergies carbonées qui ne sont pas exploitées sur son sol, mais à l'extérieur. Mais ce chiffre de 70% m'interpelle parce que ça veut dire que la France n'est pas exposée à la totalité de l'économie mondiale. Or, s'il y a un pays parmi d'autres qui est exposé à la totalité de l'économie mondiale, c'est la France, au cœur de l'Europe, et il n'y a aucun doute là-dessus. Alors 70%, ça ne correspond pas aux 80% de carbone, de taux de carbone, on va dire, de l'économie mondiale. Mais c'est parce que l'exposition carbonée est calculée, encore une fois, en filtrant un peu les paramètres. Alors, je vais prendre un exemple. L'entreprise Michelin, qui est dans la région clermontoise, imaginons, alors Michelin fabrique des pneus pour les camions, les voitures, et puis pour les vélos. Je prends un exemple artificiel, arbitraire, j'ai une invention, c'est pour la réflexion. Imaginons que le secteur pneus de vélo de Michelin ferme, pour des raisons X ou Y, concurrence, peu importe. Que se passe-t-il si ce secteur ferme? Eh bien, il va y avoir du chômage, il va y avoir des salariés qui ne seront plus rémunérés à la hauteur où ils étaient précédemment. Ils vont toucher des primes de précarité, de chômage, etc. Ils vont peut-être partir de cet endroit où ils n'ont plus de travail, vont quitter la région clermontoise. Euh, et alors forcément, il va y avoir des effets de la fermeture de ce secteur pneus de vélo de Michelin sur le bassin d'emploi
global de Clermont-Ferrand, ce qu'on appelle les emplois indirects vont être impactés. S'il y a moins de salariés ou que les salariés s'en vont, s'il y a moins d'activité dans ce bassin d'emploi, il y aura peut-être moins besoin de boulangerie, d'épicerie, etc. Et puis, eh ben, donc l'impact de la fermeture ne se limite pas aux seuls salariés qui fabriquaient des pneus de vélo, mais à tous les emplois qui sont, qu'on appelle indirects, qui sont associés à cette activité-là. Moins besoin d'épicerie, de petites ou de grandes surfaces, etc. Il y a aussi un signal négatif pour l'entreprise Michelin en tant que telle. La fermeture du secteur pneus de vélo pour Michelin, c'est pas terrible pour son image de marque. C'est une des premières entreprises d'équipement automobile au monde. C'est un signal pas terrible pour Michelin. Donc, Michelin, qui est une des plus grandes entreprises françaises, va perdre en valeur boursière, en capitalisation, va perdre en crédibilité, va moins pouvoir emprunter sur les marchés, etc. Donc l'entreprise Michelin qui ferme un petit secteur vélo va avoir des répercussions sur le territoire d'emploi autour de Clermont et puis sur l'ensemble du PIB français, parce que si Michelin vacille un tout petit peu, bah, c'est un peu toute l'économie de la France qui est suspectée d'être moins forte, moins innovante, etc. Donc là, on a un petit secteur qui n'est sans doute pas si petit chez Michelin, qui ferme et dont on voit les répercussions dépasser largement les centaines de salariés qui vont être au chômage, mais aussi ça va toucher le bassin d'emploi, et puis ça va aussi toucher d'autres régions plus ou moins directement, parce que Michelin est une entreprise française d'importance internationale, et donc la France, le PIB de la France sera impacté, et donc sa propre capacité à être prestigieuse dans le monde, etc. Donc vous voyez que on ne peut pas, à mon sens, isoler un petit secteur d'activité relativement local du pays dans lequel il est inséré. Je ne vois pas comment on peut faire ça. Bon. Alors, voilà, si par exemple, le Royaume-Uni devait calculer son bilan carbone en comprenant l'énergie grise qui provient du fait que le Royaume-Uni achète des pneus de vélo Michelin. D'accord? Avant que l'usine ferme. Donc, le Royaume-Uni achète des pneus de vélo Michelin et il calcule le carbone qu'il doit comptabiliser sur son territoire provenant des pneus de Michelin. Mais où s'arrête le calcul? Est-ce que ça s'arrête à l'activité, à l'énergie qui est consommée par le petit secteur de l'usine Michelin dédiée aux pneus de vélo? Est-ce que ça s'arrête là? Et ça va être intégré au bilan carbone du Royaume-Uni. Ou est-ce que ça comprend l'ensemble des activités énergivores du bassin d'emploi de Clermont qui est impacté, qui est relié à l'activité de pneus de vélo de Michelin? Ou est-ce que le Royaume-Uni doit intégrer l'ensemble de l'activité économique française et donc du bilan carbone de cette activité économique française? Parce qu'en fait, ben, le petit secteur de pneus de vélo de Michelin, il n'est pas déconnecté de l'ensemble de l'activité nationale du pays, d'accord? Mais il se trouve que l'ensemble de l'activité nationale de ce pays n'est pas non plus déconnecté des imports-exports de la France, etc., etc. Alors, comment fait le Royaume-Uni pour dire, moi, mon bilan carbone, je l'arrête ici, à cette frontière? Eh bien, je ne sais pas. Et du coup, je ne sais pas comment on fait pour calculer le bilan carbone d'un pays qui a des échanges avec d'autres si on arrête, par exemple, enfin, si on arrête de calculer ce bilan carbone à une fraction du total du bilan carbone des pays desquels on importe des produits. Est-ce que vous voyez mon raisonnement? On pourra éclaircir ça tout à l'heure. Comment fait-on pour calculer un bilan carbone chez soi en intégrant le bilan carbone des autres si on n'en compte qu'une partie, alors que dans le réel, en fait, une fraction de pays, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas avoir une fraction de bilan carbone d'un autre pays. Ça n'est pas possible. Je ne comprends pas ça. Donc pour moi, le bilan carbone de la France, ou l'exposition carbone de la France, ça ne peut pas être 70%. C'est 80%. C'est le même bilan carbone que la totalité de l'économie mondialisée. Si la France importe des microprocesseurs produits en Chine, programmés ou conçus par des Indiens, par des ingénieurs indiens,
ben, c'est 100% des bilans carbone de ces deux pays que la France doit intégrer pour un seul microprocesseur. Si ce microprocesseur est un microprocesseur qu'il y a au corps d'un onduleur ou d'une centrale de conversion d'énergie photovoltaïque ou d'une éolienne ou d'une centrale nucléaire, si ce petit microprocesseur qui pèse rien est indispensable pour faire fonctionner la transition énergétique et qu'il provient d'Inde ou de Chine, ce qui est le cas, puisqu'on fait très peu de microprocesseurs en Europe, c'est très probablement le cas. Comment faire pour ne pas comptabiliser tout le carbone des deux pays dont j'ai parlé précédemment pour que ce petit microprocesseur existe en Europe dans une infrastructure de décarbonation? Moi, enfin, je pense que ça n'est pas possible, que méthodologiquement, ça ne peut pas se défendre. Et donc, j'en viens à mon point. Je pense qu'on ne peut pas calculer des bilans carbone fidèles pour des dynamiques locales de transition tant que ces dynamiques locales de transition n'auront pas démontré qu'elles ont coupé leur lien avec toute forme d'import-export de matières carbonées ou de capitaux carbonés. Je ne sais pas méthodologiquement comment on fait. Et en fait, je sais comment on fait, on triche. On calcule en limitant les paramètres qu'on intègre dans les bilans carbone, et donc ils sont faux. Et donc, à mon sens, les dynamiques locales de transition, aujourd'hui, au cœur de la mondialisation, il n'y en a aucune qui soit affranchie de la mondialisation, aucune. Royaume-Uni, Europe, Australie méridionale, il n'y a pas une dynamique locale de transition qui ne soit pas complètement intégrée dans les marchés mondialisés de ressources et de capitaux. Alors je ne vois pas comment on fait pour les penser décarbonées. Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, je voulais vous parler, je ne vais pas tarder à clore, un autre petit argument qui revient sans cesse et qui, à mon sens, ne tient pas non plus, c'est les énergies dites de substitution, les panneaux photovoltaïques et les centrales, pardon, je vais y arriver. Les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, par exemple, sont pas chers, sont de moins en moins chers, donc la transition énergétique est possible. Ce que je viens de dire là, vous pourrez le lire textuellement dans des études ou sur les réseaux. C'est pas cher, donc c'est possible. Bon, ça ne tient pas évidemment pour moi, mais je vais prendre un exemple concret. Là, en France, au début du 19e siècle, vous aviez à peu près 20 000 moulins à eau et à vent pour moudre du blé. Il y avait aussi des moulins pour le forgeron. J'ai une slide après, mais on n'aura pas le temps, donc je vais la passer. Donc il y avait 20 000 moulins. Alors évidemment, la France, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'activité industrielle, mais 20 000 moulins, c'est conséquent. C'est déjà une importante industrie. Évidemment que ces moulins, pour parvenir à être tous construits de façon à rendre l'économie globale, et en particulier l'économie alimentaire, viable, eh ben, ils ont dû acquérir un prix correspondant à la possibilité de les construire, tout simplement, et un prix faible, suffisamment faible, pour être déployé à une échelle qui rende les services attendus pour la France, pour son alimentation. Quel est le rapport entre le fait que ces moulins n'aient pas été chers et le fait que les gens continuent à manger du blé plutôt que du vent ou de l'eau? C'est pas parce que des infrastructures sont pas chères qu'elles se déploient en masse que quelque chose qui n'a rien à voir avec ces infrastructures, qui est un projet conceptuel de substitution d'énergie, est possible. Je vois pas le rapport dans l'argumentation. Je ne vois pas le rapport entre le fait qu'on fasse des milliards de panneaux photovoltaïques et l'idée que l'économie puisse se stabiliser avec l'énergie du soleil. Pour moi, ce ne sont pas des arguments qui se font face et qui se répondent. Bon, je suis un peu frustré parce que je ne devrais pas avoir à contrecarrer sur le plan logique un signal prix avec un processus physique. Là, on met au même niveau un signal prix avec un processus physique dont on a vu qu'il était qualitativement différent de tous les processus physiques qui ont accompagné la vie depuis 4 milliards d'années. On essaye de faire quelque chose que la vie n'a jamais réussi à faire, et l'univers probablement jamais non plus, c'est-à-dire faire changer de source d'énergie une structure dissipative, une structure complexe. C'est un truc, c'est une révolution conceptuelle, et en face on met un signal prix. Je ne comprends pas.
Je vais, je me sens partir dans l'émotionnel, je vais avancer un petit peu. Alors, je vais articuler peut-être le début des questions, de la séance de questions, avec des éléments qui sont loin de la physique, mais qui sont plus proches de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire des erreurs logiques ou des possibles erreurs logiques, ou en tout cas des énoncés qui sont beaucoup plus sous-tendus par des croyances plus ou moins fondamentales que sur des connaissances provenant du réel et des expérimentations. Alors, Hugo Mercier et Dan Sperber ont écrit le livre L'énigme de la raison, qui est en grande partie appuyé sur les travaux des deux auteurs précédents, des travaux précédents des deux auteurs. Et moi, j'ai lu ce livre, et puis j'ai surtout lu la thèse d'Hugo Mercier sur la théorie argumentative du raisonnement. Et cette théorie argumentative du raisonnement, elle a tendance à, enfin, elle pose l'hypothèse, sans démontrer, mais les arguments sont pour moi assez solides. Elle pose l'hypothèse que les arguments, la rationalisation, la pensée, l'argumentation chez l'humain, ça n'a pas pour objectif de répondre à une question posée par les humains. Ça n'a pas pour objectif de mieux connaître le réel, initialement. Ça n'a pas pour objectif d'objectiver voilà, des manifestations, des concepts, de faire avancer vers la connaissance. Le but de l'argumentation n'est pas de découvrir la vérité par défaut. Le but de l'argumentation chez l'humain, c'est de répondre à l'argument de l'autre. Bon. Et ça, alors, Hugo Mercier étaye sa thèse avec de nombreuses expériences, montrant que, effectivement, quand on propose des exercices à des groupes dans différentes conditions, on observe que très rapidement, c'est pas la réponse à la question qui importe le plus, mais c'est comment les uns et les autres vont se répondre pour obtenir des gains euh, de renforcement de leur croyance initiale, ça peut être ça, ou pour obtenir des gains d'adhésion sociale, ou en tout cas de reconnaissance sociale et d'intégration à un groupe. Et que ce soit le renforcement des croyances initiales ou l'intégration à un groupe, ça n'est pas du tout corrélé initialement au fait de répondre à une question. Pas du tout. On peut très bien raconter absolument n'importe quoi et être totalement convaincu et satisfait de la réponse au titre qu'on a adhéré à un groupe et qu'on est intégré à un groupe social. Et la satisfaction qu'on peut avoir à être intégré à un groupe social suffit à défendre l'argumentaire, quelle que soit sa qualité. Je trouve la théorie argumentative du raisonnement potentiellement très puissante. Hugo Mercier dit la prédiction que le raisonnement doit être biaisé, hein, il dit bien devoir, la prédiction que le raisonnement doit être biaisé est une des plus originales de la théorie argumentative. La fonction du raisonnement n'est pas de nous aider à former de meilleures connaissances généralement, mais d'évaluer des arguments afin de déterminer les prémices qui seront convaincantes ou les conclusions qu'il faut accepter, dans un but d'adhésion sociale, etc. Il est possible de rendre compte des effets de polarisation, qu'on voit bien aujourd'hui être totalement exacerbés, voire sans plus aucune maîtrise, quel que soit le sujet. La polarisation devient structurante aujourd'hui. On ne cherche même plus à trouver une zone de discussion suffisamment safe, saine, sereine pour avancer les uns et les autres vers un chemin commun. C'est plus tellement l'objectif, en tout cas en ce moment. Et en particulier dans le débat sur la transition énergétique, Nadège le soulignait tout à l'heure, les débats sont perpétuellement crispés. Et donc, cette théorie argumentative du raisonnement met en perspective cette polarisation au titre, en fait, de la protection des croyances fondamentales ou des collectifs auxquels on appartient. Dans le débat sur la transition énergétique, je ne, alors, je dis ça alors même que la transition énergétique, ça se trouve, sera démontrée dans 6 mois et que je serai cloué au pilori parce que j'aurais raconté n'importe quoi pendant 10 ans. Peut-être, et je serais ravi d'avoir tort par ailleurs. Mais pour l'instant, le débat sur la transition est
acharné, polarisé autour de les renouvelables contre le nucléaire. On, on peut critiquer Jean-Marc Jancovici à bien des égards, mais il a su apaiser son discours et le moduler pour intégrer les renouvelables un peu plus qu'auparavant. Il y a quand même certains qui essayent de faire des efforts. Mais en tout cas, on voit bien que la polarisation a bien plus pignon sur rue que l'objectif de concorde et de négociation sur la possibilité même de savoir si on peut faire cette transition énergétique. Je voulais f- proposer au débat également l'idée que l'objectif premier du débat sur la transition énergétique, comme je le disais, n'est pas de répondre à la question de sa faisabilité, mais plutôt d'organiser un débat lui-même. Euh, il faut envisager qu'il y ait eu une véritable... alors, au départ, un raisonnement motivé, c'est-à-dire personne n'a envie que la transition énergétique échoue. Personne n'a envie de voir nos sociétés buter sur la fin des hydrocarbures et subir un climat absolument insupportable. Personne n'a envie de ça. Et donc nos émotions ont évidemment au départ guidé nos raisonnements pour nous rassurer. Et c'est légitime et c'est parfaitement compréhensible. Et donc, on a plutôt favorablement présupposé que la transition était possible. Et ensuite, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est pas tellement le raisonnement motivé initial, c'est comment la science n'a pas forcément fait son travail ensuite pour discuter du raisonnement motivé initial. Il n'a jamais été discuté, ce raisonnement. L'hypothèse, je le redis, hein, l'hypothèse de la substituabilité des énergies n'a jamais été posée, elle ne l'est toujours pas aujourd'hui. Ça n'a jamais été discuté et les études partant du principe que que la transition était possible se sont cumulées et cumulées, se sont répondues les unes les autres dans une véritable escalade d'engagement de laquelle plus personne ne parvient à sortir. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos des chercheurs avec lesquels je discute. Ensemble, on arrive à se dire que personne ne sait, eux, ils savent très bien dans quelle situation inconfortable ils sont dans leur labo, mais publiquement, c'est trop difficile. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas franchir ce cap. Les coûts sont trop irrécupérables. Voilà, j'ai sorti trois concepts, trois notions de psychologie cognitive et sociale, le raisonnement motivé, l'escalade d'engagement, les coûts irrécupérables. On est, je pense, dans un schéma assez caricatural duquel on ne parvient plus à sortir et qui fait vraiment craindre que le résultat soit négatif pour la transition elle-même. Parce que, alors je vais le dire de façon plus précise. Le fait qu'on n'ait pas discuté de l'hypothèse initiale fait qu'on a développé les énergies dites de substitution comme si elles étaient au départ capables de se substituer terme à terme aux hydrocarbures. Ça pourrait ne pas marcher. Et le fait de ne pas avoir discuté de l'hypothèse de départ nous aura empêché historiquement d'utiliser à meilleur escient les énergies dites de substitution en les utilisant pour faire de la résilience, mais en sachant qu'on fait de la résilience pour les utiliser dans des endroits très spécifiques où là, il est possible de décarboner de façon sûre parce qu'on sait que là, on peut enlever des hydrocarbures de façon pérenne et stable, et là, on l'aurait fait et ça aurait été parfait, etc., etc. Si on avait discuté de l'hypothèse de départ, on aurait eu peut-être des choix beaucoup plus judicieux pour l'avenir. Je propose cette idée au débat. Quoi qu'il en soit, là, on est parti sur une hypothèse qui, elle, me paraît très hautement hasardeuse, qui est celle de la substitution terme à terme, et qui, je l'ai montré tout à l'heure avec les éléments d'économie, ne semble pas pour l'instant vérifié du tout. Allez, un dernier point, euh, où non, je laisse la dernière demi-heure pour la discussion, et je verrai si je peux parler de ce dernier point au cours des échanges. Merci pour votre écoute, j'espère avoir été suffisamment compréhensible. Merci beaucoup, Vincent. Alors, compréhensible, il y a quand même beaucoup de choses que tu as abordées qui sont assez un peu techniques, tout ça. Donc, je me permets de rappeler à celles et ceux qui le souhaitent que cette visio étant enregistrée, vous pourrez reprendre les concepts ainsi que les références qu'a donné Vincent pour éventuellement vous faire votre propre idée sur les publications qui sont citées.
Et je me permets aussi, parce que du coup, en tant que personne, pas en tant qu'animatrice, moi j'ai lu L'énergie du déni il y a un petit moment et je viens de lire la nouvelle introduction que tu as faite en fin 2022. Et je crois que c'est très très bien expliqué. Tu reprends des éléments que tu as exposés ici avec une autre façon de les dire et je trouve que ça complète vraiment bien ton propos. Donc je vous invite à acquérir ce livre qui est vrai, qui est pas cher en plus, je veux dire qui est très bien. Enfin, je veux dire c'est pas un gros investissement. Par contre, c'est un support de réflexion quand même je trouve très riche, que vous pouvez lire et relire en fonction de ce que vous allez pouvoir voir dans l'actualité, parce que vraiment, il y a différents points de vue qui ne cessent d'être nourris par l'actualité. Donc, voilà, je vous le conseille, c'est aux éditions Rue de l'Échiquier, L'énergie du déni, édition 2.0 pour la réactualisation. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de questions. Je pense qu'il y a quand même une sorte de digestion de tout ça. Il y a eu des réflexions, ça et là, que je vais reprendre un petit peu grossièrement, vous m'en excuserez, mais qui disaient, voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Il y a eu plusieurs interventions comme ça en disant, bah alors si c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que je me permets de rappeler ce que tu as dit au départ. En fait, là, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'on a à faire, mais bien pour dire que peut-être la façon de poser la problématique est au moins questionnable, ce qu'on ne te donne pas forcément la légitimité de faire. Mais voilà, toi, ton travail, celui que tu as entrepris, c'est de questionner ce qui n'est pas questionné et qui, du coup, remet en cause la faisabilité de cette transition et du coup n'est pas sérieuse, on pourrait même dire ça, alors que ça vient de personnes qui ont cette aura de sérieux, de scientifique. Et du coup, toi, tu demandes des preuves et tu n'arrives pas à en avoir, hein. Il me semble que chaque fois, tu demandes, hein, donnez-moi des preuves, dites-moi que j'ai tort, je serais ravie. Et je dirais, moi, pour une petite comme ça, parenthèse, je crois que tout le monde peut comprendre en des termes un petit peu différents le fait que lorsqu'on est malade de quelque chose, lorsque le diagnostic est mauvais, on perd du temps à mal se soigner. Tout n'est pas forcément inutile, peut-être même pour notre confort. Il y a des symptômes qui vont être soignés et que ça va être très utile pour notre confort et notre bien-être, mais ça ne réglera rien. Et je pense que, je me permets de faire cette image, j'espère Vincent que tu ne m'en voudras pas, je la trouve très parlante avec mes mots à moi pour ce que j'ai compris de ton travail. Voilà. Hmm. Mais c'est parfait, ta compréhension me semble très juste. Bon, mais je te remercie. Alors du coup, une question de Pauline. Alors, Pauline, le concept de la transition énergétique ne masquerait-elle pas une stratégie de maintien des pouvoirs en place, voire leur renforcement, maintien de l'ordre social, point d'interrogation. Merci Pauline pour cette question. C'est- Si la question porte sur une intentionnalité, je suis toujours réservé à dire qu'il y a un choix délibéré de quelque classe de la société que ce soit pour obtenir un objectif précis, mais je pense que la question ne se limitait pas à un choix délibéré, une intentionnalité stricte voilà, de quelques personnes qui décideraient de l'évolution de tous. Je ne crois pas ça, je ne défends pas ce type de point de vue. En revanche, que spontanément, euh, une société s'organise, se maintienne telle qu'elle est, un peu comme dans le Conatus de chez Spinoza. Une société a tendance à se maintenir telle qu'elle fonctionne déjà, bien ou pas bien, mais par défaut, elle va prolonger ce qu'elle est déjà. Et évidemment, dans toute société humaine, on pourra convoquer Bernard Lahire et les structures, les structures fondamentales des sociétés humaines qui rappellent à quel point les rapports de domination sont une constante dans le vivant et dans l'humanité. Il faut toujours utiliser des précautions quand on utilise des termes chargés comme domination. Là encore, la domination, ça ne veut pas dire comment dire, que tout le vivant doit n'être lu que sous le prisme de la compétition de tous contre tous.
Bernard Lahire, lorsqu'il parle de la domination dans les sociétés humaines, il fait un constat, une observation. Ça n'est pas là un jugement ou une idéologie en arrière-plan. En tout cas, pas chez moi. Alors, est-ce que les sociétés humaines utilisent la transition énergétique pour prolonger des rapports de domination et conserver les rapports tels qu'ils existent aujourd'hui? Oui, assurément. Et c'est peut-être là, à mon sens, une des raisons pour lesquelles les concepts sont complètement tordus, parce que il y a une chose que les strates, les classes qui ont le pouvoir ne peuvent pas intégrer dans leur discussion, c'est la finitude au sens large. La finitude, en particulier parce qu'ils en sont, alors, pour les strates qui sont au pouvoir et qui sont soit au pouvoir politique, soit au pouvoir industriel et économique, ces classes ont aussi la responsabilité de pérenniser la société dans son entier. Et donc l'arrivée de la finitude dans le débat est un immense danger, d'une part pour que la société se pérennise et continue à exister, mais du coup pour continuer à être validé dans la position de garant de la continuité de la société. Et donc, si la finitude arrive dans le débat, effondrement, impossibilité de la transition énergétique, il faut rejeter cette éventualité du débat, donc du débat politique, et donc corrompre les concepts. Et alors là, je serai intarissable, mais je ne vais pas trop en faire, sur l'instrumentalisation de l'entropie, qui est un terme qui est certes difficile à saisir conceptuellement, je suis sans doute bien loin de l'avoir parfaitement compris, si jamais même aucun scientifique ne l'a parfaitement compris. Euh, En tout cas, l'entropie, cette marque de la dégradation, de la négativité en physique, elle est extrêmement dangereuse pour les narratifs politiques. Et on sait que des influenceurs thermodynamiques sur YouTube, des vulgarisateurs, voilà, des acteurs promoteurs de la transition énergétique, soit rejettent ce terme d'entropie et la thermodynamique en général, hein, soit en donnent des définitions suffisamment floues ou suffisamment ouvertes pour vider le sens de la thermodynamique ou vider le sens du terme d'entropie. Et du coup, pouvoir continuer à tenir des discours politiques appuyés, censément appuyés sur de la physique, sans intégrer la négativité ou la finitude. Et c'est un mouvement très puissant parce que là, on se retrouve vraiment à observer comment une novlangue est en train d'être créée sous nos yeux, évidemment à partir de concepts très difficiles à définir par la physique elle-même, hein, elle a du mal à le définir. Mais du coup, ce flou initial est exacerbé pour rendre le débat sur la physicalité du monde encore plus inconsistant. On voit les pouvoirs obscurantistes de Trump, de l'extrême droite en Europe et partout dans le monde émerger comme s'ils venaient de nulle part. Je ne le comprends pas du tout de cette façon-là. Je pense que ces pouvoirs obscurantistes-là sont des révélateurs, voire des contre-pieds d'une autre forme d'obscurantisme qui a été entretenue et qui était préalable. Je pense que quand l'écologie a commencé à affirmer des choses qu'elle ne pouvait pas affirmer, et que l'ensemble de la classe politique a repris ces affirmations provenant de l'écologie au titre de l'ouverture de l'avenir, au titre qu'il n'y a pas de limite au développement, même dans l'écologie, croissance verte, etc. Alors dans l'écologie, on commence à un peu moins pérorer avec ces termes grandiloquents, mais ils ont une grande ancienneté et les gens les ont beaucoup entendus et ce sont pour partie des gens qui les ont entendus et qui ne les ont pas vus se réaliser ni dans l'écologie ni dans le porte-monnaie, qui finalement, peu à peu, votent pour d'autres formes de discours fallacieux, mais carrément complètement déconnants cette fois, ou encore plus déconnants, version extrême droite, populisme, Trump, etc. Je sais que je ne devrais pas dire ça, ça a déjà été le titre d'un bouquin, je ne devrais pas dire ça, mais je pense que l'écologie, une certaine écologie, a préparé un terrain de relativisme conceptuel qui est extrêmement facile à instrumentaliser par tout pouvoir obscurantiste qui veut arriver à la tête des nations. Et ils le font très bien. Et ben, je maintiens que quand on dit qu'il y a une croissance verte possible, quand on dit que la transition énergétique est possible et qu'on n'en sait rien, quand on dit qu'on peut faire
à la fois, je sais pas, moi, une agriculture parfaitement restauratrice, respectueuse des sols, et maintenir les salaires des agriculteurs et maintenir les prix bas de l'alimentation, je pense que là, on ment. Enfin, il y a une forme de mensonge qui ne devrait pas être dit, qui ne devrait plus avoir lieu dans le paysage politique en général et en écologie en particulier, parce que c'est ce type d'errance propositionnelle qui est instrumentalisé et récupéré par les pouvoirs les plus obscurantistes. Merci Vincent. Alors, à chaque fois, il y a plein de questions qui viennent et puis on a envie de creuser parce que bon, bah, c'est passionnant et en même temps, c'est un peu sidérant aussi. Je pense que on, on voit les choses qui adviennent autour du monde et à Adaptation radicale, on essaye de parler ensemble de ce que ça nous fait parce que les émotions sont fortes. Et là, si on adhère à ton propos, ce qui est mon cas personnel, je me dis du coup que ça fait longtemps qu'on a tout faux et que ceux qui nous ont menés là ne veulent pas nous en faire sortir. Du coup, euh, il faut reprendre le pouvoir, entre guillemets, en posant les bonnes questions et avant même d'avoir les réponses, en posant les bonnes questions. C'est ce qu'on essaye de faire ce soir. J'espère que celles et ceux qui écoutent et qui écouteront comprendront l'objectif de cette soirée. Je vais poser la question de Carmen, qui fait partie d'Adaptation radicale depuis très longtemps et qui pose une question voilà, qui me touche un peu. Que crains-tu à cause de cette illusion de la transition énergétique? Eh ben, Je- Merci Pauline tout à l'heure d'avoir posé cette question sur, voilà, sur la conservation des rapports de classe tels qu'ils sont au titre de la transition énergétique. Ça m'a permis de répondre sur l'aspect politique de mon investissement dans le débat sur la transition énergétique. Et en fait, c'est l'essentiel de mon investissement dans le débat, même si j'ai dû passer par la physique, par la compréhension des concepts que je maîtrisais pas, par voilà, j'ai dû passer par le débat technique, d'accord? Mais mon travail initialement, il est sous-tendu par la crainte du risque d'une explosion sociétale au titre des récits fallacieux. Et comme la transition énergétique, c'est ce qui est censé répondre à l'angoisse la plus profonde que nous avons tous, encore une fois, c'est celle de la finitude. Si, si on ne peut pas enclencher d'autocatalyse dans la transition énergétique, c'est la vie qui s'arrête. C'est la vie qui s'arrête à la fin des hydrocarbures. C'est la vie des sociétés thermo-industrielles qui s'arrête à la fin des hydrocarbures. Et si jamais le climat est trop dévasté et que l'agriculture pâtit trop du climat, ben c'est une grande partie de la vie tout court qui s'arrête à la fin des hydrocarbures, sans reprise à partir d'autres formes d'énergie. Et donc, je me suis focalisé sur la transition énergétique parce qu'il n'y a pas plus fondamental comme question. Et c'est une question qui n'a pas d'équivalent en termes de répercussions dans toutes les fonctions sociales et pour tous les types d'avenir qu'on peut imaginer à nos sociétés. Et donc, j'imagine depuis très longtemps que si on fait erreur sur cette question-là, les répercussions politiques sont à l'échelle de l'angoisse qui sous-tend, qui est en arrière-plan de cette question de transition énergétique. Et je crains qu'on voit ça aujourd'hui se dérouler sous nos yeux, c'est-à-dire une explosion politique, parce qu'en fait, on n'a pas la réponse sur l'avenir. On croit l'avoir, mais c'est bien pire de croire l'avoir que de dire il n'y a pas d'avenir. Je pense que c'est pire de croire avoir une solution sur le plan politique que dire qu'une part de l'avenir est fermée. Je pense que ça, c'est moins dangereux, mais je m'avance à titre personnel. Qu'est-ce que je crains donc avec cette illusion de transition énergétique? Ce sont alors évidemment les aspects climatiques, écologiques et énergétiques et économiques, bien évidemment. Mais en fait, ceux-là sont malheureusement déjà suffisamment graves pour être totalement inquiétants et devraient nous mobiliser. Mais je- je crains qu'on y ajoute en plus des fantasmagories sur la transition énergétique et que tout ça se convertisse en explosion politique. Voilà, c'est ça ma crainte fondamentale. D'accord, donc toujours
cette crainte qui en fait qui t'anime et qui te fait faire ces recherches pour voilà pointer du doigt l'erreur initiale comme tu l'as expliqué. Moi, je trouvais intéressant également de ce que j'avais lu, de ce que tu écris, c'est qu'en fait on avait besoin de ces ingénieurs qui nous rassurent sociétalement et que une fois qu'ils étaient partis dans ces explications de transition énergétique, ils pouvaient plus revenir en arrière. Tu en as un petit peu parlé parce que ça coûtait trop à la société d'accepter cette erreur. C'est un peu comme si, en fait, maintenant qu'on y était, le chemin à parcourir pour revenir en arrière est incommensurable. Il est même pas imaginable et du coup, on s'obstine. Et du coup, est-ce que la société, alors j'ai mon avis là-dessus, mais on pourrait se poser la question, c'est est-ce que la société serait prête à entendre autre chose? Je ne pense pas elle soit jamais prête, mais il va falloir tester il va falloir, enfin, j'aimerais qu'il soit possible d'essayer de lui dire ça, quitte à ce qu'elle ne l'entende pas. Alors c'est ce qu'on fait, hein, adaptation radicale, Adrastia, c'est très difficile parce que la société se verrouille contre ces messages-là. Et, je tiens à dire que je ne le reproche à personne. Je ne reproche à personne d'être fragilisé émotionnellement par l'ampleur des risques, par les observations. Et donc, je comprends parfaitement qu'on se verrouille et qu'on n'entende pas ce type de discours et qu'on ne veuille pas les entendre. Ça fait partie euh, de la déontologie d'Adrastia, c'est qu'on ne va pas aller obliger quelqu'un à entendre les difficultés sur l'avenir s'il n'a pas envie de les entendre, parce que justement, c'est aussi quelque chose qui fait violence. Euh, toutefois, je vois le chat en même temps, je me disperse. Euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a quelque chose à conserver dans nos petites sphères, c'est la possibilité qu'un jour on vienne les chercher. C'est ça que je voulais dire. On est en train peut-être d'accumuler de la compétence qui n'est pas à négliger pour l'ensemble de la société lorsque la société sera capable ou disposée ou obligée d'entendre les difficultés. On est en train d'acquérir de la compétence à gérer les émotions négatives. Et c'est pas facile. Mais c'est une vraie compétence, probablement, parce que on parvient, tant bien que mal, c'est pas toujours évident, mais on parvient à traiter ces émotions sans qu'elles deviennent effractives, dangereuses vis-à-vis de l'autre. Et ces petites communautés qu'on construit là, elles sont défaillantes sur le plan opérationnel, il n'y a pas grand-chose qui marche, faut être honnête. Elles sont défaillantes sur le plan politique parce qu'on n'arrive pas à avoir un discours qui porte suffisamment, c'est clair. On est défaillant à plein d'endroits, mais je pense qu'on suit quelque chose, on suit un chemin qui sera utile à quelqu'un quelque part demain, et c'est aussi ça qui me porte. Mais pour ça, il y a une part je pense qu'il est plus prudent d'attendre que de forcer les choses. Alors c'est peut-être un défaut de ma posture, et je comprendrais très bien qu'on n'entende pas cette posture, mais je pense qu'il vaut mieux ne rien forcer et attendre que les choses adviennent quand les gens seront prêts à les vivre. Merci de cette réponse qui est toujours voilà, riche de plein de choses. On pourrait peut-être faire une petite, voilà, parler de maladaptation, hein, les maladaptations qui sont très coûteuses à bien des égards. Je vais lire ce qu'a écrit Florence un petit peu plus haut. Elle propose des discussions avec des populations. Alors ça change un peu et c'est très bien d'ailleurs. Des discussions avec des populations autochtones. Serait-elle souhaitable pour aider à sortir de nos biais culturels occidentaux qui sous-tendent le discours sur la transition énergétique? Comme cela peut être fait par l'association, alors excusez-moi pour la prononciation, Chendukua, avec des populations d'Amérique du Sud. Alors, c'est un sujet extrêmement délicat. Les populations autochtones sont, sont faites d'humains aussi politiques que nous, et qui ont par ailleurs les mêmes besoins fondamentaux que nous. Alors,
Ils ont évidemment des tas de choses à nous dire et à nous raconter, en particulier évidemment sur la proximité qu'ils peuvent avoir avec les processus vitaux ou les processus de reproduction, de perpétuation, de temps long, et on a tout à réapprendre grâce à ces populations. Euh, Moi, je suis extrêmement prudent sur les interactions entre des cultures telles que la nôtre et ces populations. J'ai le sentiment que les dégâts sont souvent plus grands que que les intérêts réciproques. Euh, et par ailleurs, si on veut réapprendre le temps long et la proximité avec les éléments, on a de la matière dans nos cultures. C'est juste qu'on ne veut pas la voir, on ne veut pas la lire, on ne veut pas y accéder, mais on a aussi quantité de choses à réexplorer dans nos cultures. Et je suis toujours craintif d'un rapport de domination sous-jacent qui finit toujours par arriver dans les interactions entre les populations telles que les nôtres et les populations autochtones. Voilà ce que je pourrais en dire à froid sans avoir exploré le sujet spécifiquement pour ce soir. Voilà. Ok, c'est effectivement, alors je connais pas du tout le, les populations autochtones là parce que j'en ai lu comme Mais moi, occidentales. Voilà. je fais une petite parenthèse. J'ai rencontré Mundi Jie, qui est un chef. Euh, je vais retrouver Papou. Et je l'ai rencontré. J'ai eu le privilège de le rencontrer il y a plus de 10 ans. On a dîné ensemble. C'était une grande tablée. On a discuté un petit peu. Il y avait la barrière des langues. Il y avait des traducteurs, des interlocuteurs. Euh, Au-delà du fait qu'il était juste insupportable avec les femmes. Il expliquait nonchalamment que bah, s'il voyait un dollar par terre, il le ramassait, et que s'il voyait un oiseau qui pillait son champ et qui bouffait ses graines, bah, il le butait, quoi. Il y a toute une mythologie, toute une idéalisation des peuples autochtones qui ne fit pas avec une réalité de la vie des gens, parce que en fait, ce sont des humains. En fait. Il y a pas de, il y a pas de, on est fondamentalement pareil. Et bien sûr que nos sociétés sont responsables de la domination du un techno-industriel que nous rejouons avec le transhumanisme, les fusées dans le ciel, etc., que nous prolongeons. C'est arrivé au mâle blanc occidental, en gros, hein, voilà. Il se trouve que des populations autres que la nôtre auraient pu arriver au même endroit. Moi, je suis si je fais un peu d'anthropologie, je fais une anthropologie qui rappelle que des humains, sont tous des humains et que ce sont des circonstances qui ont fait que la planète est aujourd'hui faite de cette façon-là, mais ce sont avant tout des circonstances et pas des essences. Ça, c'est très important. Si je peux rajouter un tout petit truc sur cette question-là des rapports interculturels, euh, il y a quelque chose d'une idéalisation et d'une essentialisation quand des Occidentaux vont questionner des peuples autochtones sur leur vécu qui, d'un point de vue occidental, est perçu comme étant très proche de la nature, à la Descola, avec un rapport plus animiste, totémiste, etc. Et ben en fait, il n'y a pas tant de différences ontologiques que ça dans les comportements interindividuels ou dans les rapports à la technique ou dans les rapports à la reproduction, aux femmes, on le disait, etc. Et je pense qu'il est très très important s'il y a une chose à déconstruire avant d'aller questionner les peuples autochtones, c'est l'essentialisation. Et quand on aura fait ce travail de rejet de l'essentialisation, on aura en plus bien avancé sur des problèmes de réductionnisme culturel chez nous. Et il y a beaucoup plus de travail à faire ici que d'aller en faire ailleurs avant. Voilà. Merci Vincent. Je rappelle qu'on ne peut pas vous donner la parole, donc si vous avez une question à poser à Vincent, merci de l'écrire dans le chat.
Je m'en excuse. Voilà, donc on a des interventions dans le chat qui ne sont pas des questions précises, ce sont plus des réactions. Effectivement, la domination, on la voit moins parce parce qu'on déjà on ne connaît pas et on a toujours l'impression que ailleurs on va trouver des réponses alors que on aurait potentiellement les réponses si on s'y attelait dans nos sociétés avec nos connaissances, parce que quand même on a beaucoup de matière pour réfléchir. Et voilà, est-ce qu'on a intérêt, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on y arrive, est-ce que le déni n'est pas aussi, bon, enfin la réponse on l'a déjà, hein, n'est pas une protection parce que c'est trop dur de penser qu'on va se viander, quoi. C'est trop dur de penser qu'on va pas réussir. Euh, et je pense qu'en fait, on a tous besoin de se rassurer. On le fait un petit peu dans la vie avec des gens qui souffrent autour de nous. On leur dit ça va aller. Alors qu'en fait, on n'en sait rien que que ça va aller pour la plupart du temps. C'est une posture. Limite, l'intention est très bonne, mais ça n'aide pas forcément la personne à prendre à bras le corps sa problématique et à changer peut-être la donne de la façon dont elle est arrivée à ce point. Excusez-moi, mais je crois vraiment que. euh, tout ce que tu expliques était obligé parce que tu es challengé sans cesse et qu'en plus c'est ta rigueur intellectuelle qui t'y oblige de beaucoup donner d'exemples, de trouver des exemples différents pour que ça parle à tout le monde. Merci de faire ce travail-là, mais c'est très intuitif en fait ce que tu amènes. C'est juste si c'est la mauvaise question qu'on se pose, c'est forcément les mauvaises réponses qu'on donne. Donc continuons à penser la question pour au moins adapter correctement nos réponses. Voilà, alors il est 22h28, voilà, on va terminer tout doucement, c'était dit jusqu'à 22h30. Je te remercie infiniment, vraiment, Vincent, c'était passionnant. J'espère que toutes et tous, vous avez pu voilà, commencer à continuer à réfléchir. Je vous invite à continuer à échanger sur ces questions. Vincent, en plus, est très disponible sur les réseaux sociaux pour expliquer. Il prend beaucoup de temps et ça, c'est très précieux. Je remercie bien sûr Julien qui est derrière tout le temps aux manettes et qui fait un travail formidable d'adaptation radicale. On a d'autres personnes qui étaient là et qui sont des fidèles et que je remercie également. Voilà, au plaisir de vous rencontrer dans d'autres espaces. Vincent, au plaisir de te revoir et de rediscuter avec toi. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Portez-vous bien et on continue à réfléchir ensemble. Salut, salut. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.